S'inspirant d'un recueil de nouvelles célèbres au Japon, Mizoguchi fusionne pour Ugetsu Monogatari 2 contes du livre avec un autre de Maupassant. Il donne ainsi à la construction une richesse et une étendue nouvelle et au film une dimension inégalée. Mais surtout, Mizoguchi est l'un des plus grands metteurs en scène du cinéma. Rigueur et science extrême se dissimulent derrière une impression de grande simplicité d'écriture. Mizoguchi cherche à pénétrer au cœur du réel. Son regard traque constamment la vérité du monde. Il pose ce regard sur la femme, victime de l'injustice des hommes. Exploitée jusque dans sa beauté, la femme chez Mizoguchi est contrainte de dénoncer une société dans laquelle on lui refuse sa place. Mizoguchi prend son parti et soutient sa révolte jusque dans son apparente soumission. Il fait un cinéma fondamentalement féministe et progressiste. Les hommes, à leur tour, sont victimes de la violence qui découle du système de domination qu'ils ont érigé. Cruels entre eux, brutaux, calculateurs et intéressés, grossiers avec les femmes, les montant les unes contre les autres, ils pervertissent d'emblée tout rapport amoureux. Où celui-ci se heurte à l'argent ou passe par l'argent, donc par la prostitution. Issue irrémédiable quand la femme est considérée comme un objet traité en marchandise. Les contes de la lune vague après la pluie traitent à l'évidence ce thème majeur misoguchien qui prend naissance dans le fait que sa sœur aînée, pour nourrir et éduquer la famille, fut contrainte d'être geisha. Mais la beauté, la grandeur et l'ampleur des considérations sur ce sujet font de ce film une œuvre rare et précieuse. Le mouvement panoramique droite-gauche contrarie le sentiment d'harmonie entre l'homme et le paysage. Ce mouvement lance l'action qui aura pour sujet principal la guerre. D'où vient-elle? Du dehors ou du dedans? Est-elle la cause ou la conséquence de toute activité humaine? Le couple, Genjuro Miyagi, pose d'emblée le problème. Lui veut profiter du conflit pour sortir sa famille de la pauvreté. Elle, épouse soumise, mère attentive et inquiète, n'aspire qu'à une vie paisible. Par sa seule mise en scène, Mizoguchi manifeste cette scission. Genjuro se détache de Miyagi, passe de l'autre côté de la charrette et dissimule sa hâte du profit en prenant l'enfant comme prétexte. Dans la profondeur du champ ainsi créé, Mizoguchi projette un autre couple. Ohama, la sœur du potier, porte la culotte dans son ménage. La vulgarité, la vanité, l'arrivisme de Tobei sont manifestes. Ohama exprime clairement, ouvertement, ce que Miyagi ressent par rapport à l'entreprise de son mari, mais que celle-ci n'oserait même pas penser. La projection qui unit ces deux couples fait de Tobei le contraire de Genjuro, et d'Ohama l'opposé de Miyagi. Ce système de projection est le moteur qui actionne la construction du récit et de la mise en scène. On notera l'angle en forme de V que dessine le parcours des deux personnages.
La flamme du foyer projetée sur le mur. La crémaillère. L'abondance. La divergence des désirs des deux personnages. La violence du raccord. Le couple séparé dans la profondeur. Miyagi pivote sur elle-même et affronte directement Kenjuro. L'arrivée d'Ohama détourne la conversation. Le fils rejoint la mère. Miyagi ôte son kimono. Elle passe la tasse à Ohama comme l'on passe un témoin. Celle-ci découvre Tobei qui se cache comme un gamin pris en faute. Genjuro, au premier plan, contemple l'image d'un bonheur familial fondé sur la richesse. Le désir de l'homme n'est pas celui de la femme. Le reflet de l'âtre sur le mur justifie son déplacement. Elle n'aspire qu'au rôle de gardienne d'un foyer chaleureux. La différence des désirs active la séparation qui lézarde secrètement le couple. La crémaillère la figure clairement, elle coupe l'écran en deux, la scission se... Violence du conflit que prend en charge le raccord. Kenjuro s'arrache à l'espace du foyer et se dirige vers son espace propre. Le plan est maintenant divisé en deux. La cellule familiale a se reconstituer. Par rapport à sa belle-sœur, Miyagi ôte son kimono, vécu comme indécent, trop sexualisé. Elle abandonne son rôle de femme désirée pour reprendre celui de mère. Changement d'espace par travelling latéral. Inconsciemment, Miyagi transmet la fonction sexuelle de la femme à Ohama. Celle-ci, projection de la pensée et des sentiments de Miyagi, extériorise ce que sa belle-sœur a occulté, étouffé en elle. Son couple avec Tobei offre l'image inversée, grossière et comique, du premier couple. Brutalité du changement de plan. Construction en V exagérée, horizontale occupée par le potier, perpendiculaire qui mène à l'épouse. Flûte, sur un fond de percussion, accentue la sensation de disharmonie, de désaccord. La réalité qu'impose Kenjuro, sa dureté, font mal. Pour la première fois, Miyagi se révolte. La scène du lac quitte le réalisme. Elle est visiblement tournée en studio. Elle est traitée sur le mode onirique et fantastique. La barque apparaît au centre de l'écran. La musique... La barque disparaît à l'intérieur de l'écran. Le récit réaliste peut reprendre.
Exemple parfait de projection chez Mizoguchi. Celle même du cinéma, un écran dans l'écran. Une forme indistincte mais reconnaissable vient vers nous, spectateurs. La caméra recule et découvre Genjuro, qui occupe notre place, qui est aussi celle du metteur en scène. Tension d'un rôle, celui d'une femme désirable. Mais son allure l'élimine de sa pensée, donc elle disparaît de notre vue. Car il aspire à une vraie star, il appelle inconsciemment la femme idéale dont il rêve et dont la beauté maquillée, sophistiquée, puisse satisfaire son fétichisme. Par un jeu de chant contre chant, rare chez Mizoguchi, le cinéaste répond à notre attente. Wakaza n'est plus que séduction, comme l'image immatérielle d'une star hollywoodienne. La beauté artificielle, apprêtée de Wakaza, appelle un discours sur l'art, la vraie beauté et l'artiste. Pour Mizoguchi, l'art doit être utile, aider les gens à vivre, à comprendre, à aimer. S'il reste extérieur, social, ritualisé, décoratif, il devient dangereux, voire mortel. La séparation entre l'artisan et l'artiste est infime. L'artisan potier fabrique des objets nécessaires à la vie de tous. L'artiste, souvent narcissique, égoïste, doit donner une image sublimée de la vie. L'artiste, tel Mizoguchi, sait qu'il doit passer par la beauté qu'il condamne pour atteindre la vérité qu'il défend. Art sublimé, donc illusoire, sur la splendeur des apparences, fuite du réel, mouvement incessant du désir. Tout est suggestion. Mizoguchi amorce l'une des scènes les plus érotiques du cinéma en ne filmant que l'idée de la sensualité amoureuse, jamais l'acte lui-même. Elle révèle un Genjuro subjugué par le pouvoir sexuel d'une femme possessive. Transition audacieusement symbolique de l'eau qui déborde et glisse comme la caméra pour nous mener de la nuit au jour vers une nature domestiquée par la culture. Scène aristocratique. Sur le tapis, les deux amants s'enivrent de l'art pour l'art, du plaisir de la forme, de la recherche de la pure sensation. L'homme poursuit un fantôme, court après ses fantasmes. Jevin, où l'homme s'épuise à vouloir saisir Wakaza, à étreindre un corps inexistant, à se livrer infiniment à son propre plaisir, jusqu'à une volupté proche de la mort.
Son fétichisme d'une pure féminité est récompensé par cette chevelure qui ondoie sous nos yeux. Passage à une nature triste, réaliste, à l'opposé de la scène précédente. Le comportement de Genjuro, oublieux de Miyagi, entraîne, projette la mort de celle-ci. Mizoguchi a commencé ce plan séquence par une vue générale. Il laisse s'approcher Miyagi, qu'il prend en forte plongée pour la filmer dans un combat terre-à-terre avec la soldatesque. L'espace est coupé de tout horizon. Le sol impose sa dureté. Les victimes de la guerre se battent entre elles pour assurer leur survie. Une cruauté sans pitié et pourtant pitoyable triomphe. Une fois blessé, Miyagi se relève. Mizoguchi ouvre le champ de vision, élargit l'espace terrestre, imagine en arrière-plan une composition à la Bruegel, offrant ainsi, à la fin du plan, un vague espoir pour la mère et son fils. La Terre, chez notre cinéaste, est toujours signe de matérialité du monde, de bestialité de l'homme, d'expression de la sexualité. Tobei, ici, tient de l'animal. Il se tapit pour surveiller la scène qui se déroule devant lui. Noble scène de samouraï où un général vaincu se fait décapiter pour l'honneur par son serviteur. Mizoguchi traite de nouveau la scène avec un art de la suggestion et suscite l'idée de l'action. La scène dès lors est vue des deux côtés à la fois, par Tobei et par nous. Elle éveille le voyeurisme. Plus la caméra recule avec nous, plus elle exige le surgissement de Tobei dans le cadre. Le meurtre, à la façon d'un tableau de Raphaël, où Tobei prend la place glorieuse de Saint-Georges, s'opère sous nos yeux, désormais complices. À l'inverse de Genjuro, tout à son fétichisme féminin, Tobei recherche le fétichisme des attributs les plus voyants de la virilité, casque, armure, sabre, cheval. Il n'aspire à la gloire guerrière que pour briller, par complexe d'infériorité et sentiment d'impuissance aux yeux de sa femme. Mizoguchi développe l'opposition entre l'univers du masculin et celui du féminin. Il rend évident les peurs et hantises des hommes confrontés à l'autre sexe. Il insiste sur la violence de l'intrusion des soudards, sur leur morgue et leur infantilisme. La brutalité masculine fait de la femme un objet sexuel, une marchandise à disposition. Elle est un jouet que l'homme ne respecte pas. Tobei en paiera le prix. Et ce prix sera celui de l'argent.
Un argent volé ou de voleur qui avilit, prostitue et interdit les vrais rapports affectifs. L'argent qui, dans l'inconscient masculin, scinde la femme en deux, ou mère comme Miyagi, ou putain comme Ohama. Elle emporte le stigmate depuis son viol. Ces pièces qu'un soldat lui jette la marquent à jamais. D'où son rapport, âpre et violent, à l'argent. Car celui-ci a toujours interféré dans le rapport intime du couple. Lui, par désir et crainte de la dominer, elle, dans l'espoir qu'il cesse d'être infantile, ils développent l'un envers l'autre un curieux sentiment à la fois de mépris et d'attachement. Changement de décor. Les barreaux projetés par la lumière, le bois sec et mort de l'arbuste au premier plan, annoncent la misère affective et sexuelle du couple. L'inconscient est dévoilé, révélé. Le besoin secret de Tobei d'imaginer Ohama en prostituée pour lui faire l'amour est clairement dénoncé. De nouveau le bois sec d'un arbrisseau au premier plan. Mais les sentiments morts voudraient revivre. On va chercher l'eau au puits. On tombe auprès d'une barque qui renvoie à celle du lac, à cette image de Ohama tenant la rame, se détachant sur le fond étincelant de l'eau, idolâtré et culpabilisé. Chez Mizoguchi, l'homme tente de rejeter sa culpabilité sur la femme, et celle-ci la prend en charge et l'assume. On en revient à l'extrême ambiguïté qui unit le couple. À la fin du plan séquence, c'est la femme qui précipite l'homme à terre en le dominant. Pour la scène de rupture entre Wakaza et Genjuro, Mizoguchi travaille une lumière expressionniste. L'éclairage, trop brutal, frappe frontalement le fantôme et par là le condamne. Double contraste. Wakaza est une ombre à gauche sur un fond lumineux que rehaussent les carreaux noirs et blancs. Lui, de 3/4 à droite, se détache sur un fond totalement noir. À la fin du plan, il passe à gauche dans l'ombre, la nourrice surgit des ténèbres, se met à droite dans la lumière. Elle porte sur lui le même regard culpabilisateur que Wakaza au début du plan. Autour de Wakaza, trahi, de porter un regard réprobateur. Lui protège sa trahison dans une semi-obscurité. Elle est surexposée à l'impitoyable crudité de la lumière. Contraste violent, le noir domine, lui émerge à peine, elle est occultée, seul son kimono claque à la lumière. Ce qu'il désirait ardemment, désormais lui répugne. Renversement, le fantôme prend toute la lumière et se redresse tel un serpent. Le mouvement de la caméra se fait reptilien. La circulation des corps, des ombres et des lumières renvoie à la circulation de la culpabilité. Mais la transgression des tabous précipite le fantôme à sa perte. Sensation ventrale de vertige. Wakaza projeté à terre, accompagné par un brusque mouvement de caméra et rattrapé par la nourrice derrière elle.
Genjuro, en bas du cadre, est devenu une ombre qui effraie Wakaza. Et comme une ombre, Genjuro qui veut fuir est rattrapé par les autres ombres. Wakaza, violemment éclairé, le soumet à son tour à l'épreuve de la lumière. Art japonais par excellence, la calligraphie de la prière à Bouddha prend un sens profond et véritable. Son origine sacrée contredit la calligraphie que dessinent les bois brûlés dans le décor. Celle-ci n'a ni raison ni sens. On en revient au discours esthétique. Une fois les illusions dissipées, Genjuro constate la vanité et l'erreur de ce qu'il a adoré. Le kimono prouve la réalité mentale de Wakaza, dans l'esprit de Genjuro. Fasciné par la perfection esthète des arts de cour, il se représente la danse de Wakaza comme son idéal d'artiste pour qui la beauté réside dans la connaissance et le maniement des codes. Mais il prend conscience de l'inanité de ce pur formalisme. Le casque du samouraï unit l'aventure de Genjuro et celle de Tobei. Symbole de tous les pouvoirs paternels, impériaux, esthétiques, il impose ses lois et ses règles. Il incarne l'autorité de la classe dominante, il éveille la crainte. Il ne propose qu'un monde stérile, passéiste et inutile que Genjuro doit fuir pour revenir à la vie réelle. Retour à un paysage banal, sans beauté apparente, identique à celui où l'on avait vu Miyagi avant d'être blessé à mort. Genjuro s'avance vers sa maison. Les poteries cassées, la toiture indiquent une maison à l'abandon, ce que confirme la vue de l'intérieur. L'éclairage ne vient que de l'extérieur, laissant l'intérieur dans le sombre. Genjuro appelle sa femme, espère sa présence. Il refuse de voir la réalité, veut constamment l'embellir. Mizoguchi filme le mouvement de son imaginaire. La caméra le laisse sortir, refait son parcours, revient sur le mur éclairé maintenant du dedans, pour découvrir une composition picturale transfigurée par la spiritualité de la lumière. Image des retrouvailles et du bonheur familial. Nous sommes en plein mélodrame, modèle sur lequel Mizoguchi structure son récit. S'il en rejette les conventions et les clichés, il recherche constamment la vérité initiale qu'il contient. Reprise du plan déjà étudié où le couple avait commencé à se désunir. Comme précédemment, Miyagi se retrouve à gauche de la crémaillère, Genjuro à droite avec son fils. Certes, le couple est toujours séparé par la chaîne, mais la repentance de Genjuro lui donne un tout autre sens. L'âtre désormais réchauffe la famille, elle est à nouveau réunie. Mais cette réunion est illusoire. La crémaillère marque cette fois une séparation définitive entre les vivants et la morte. Notons simplement que Miyagi ne porte plus son fichu de paysanne, sa chevelure est ordonnée comme celle de Wakaza,
comme si son rêve réalisé d'épouse et de mère aimée pouvait ranimer un désir érotique éteint. La caméra s'avance vers elle. La chaîne disparaît lentement à droite de l'écran. Le bonheur de Miyagi accentue son malheur, l'isole définitivement, car la victoire posthume de Miyagi est amère. Il fallait sa mort pour que se réalise son aspiration profonde. Reprise de la scène jadis violente du potier travaillant à son tour, même composition. Genjuro occupe toujours la position horizontale dans le cadre, mais l'agressivité de l'angle droit est maintenant apaisée. Car l'axe perpendiculaire ne frappe plus Miyagi de face, mais souligne désormais son absence physique, ce que souligne la lumière qui tombe sur et à sa place et appelle sa présence mentale. Miyagi devient l'inspiratrice, la muse de l'artiste, elle occupe son esprit. Retour encore à ce four qui obsédait jadis notre potier. Fini la hâte et l'impatience. Les gestes sont calmes, simples, quotidiens. L'activité artisanale de Genjuro a de nouveau un sens. La caméra se déplace harmonieusement, elle mène à l'essentiel de la vie, la protection et l'amour de l'enfant. Position inversée dans le cadre de la première apparition du couple Tobei-Ohama. Lui en premier plan, elle plus éloignée dans le champ. On reste sur lui, débordant d'ardeur dans son travail. Ohama a remplacé matériellement Miyagi. Le mouvement de la caméra qui suit l'enfant déclenche le ressort affectif et émotionnel. La prière de l'enfant s'étend au monde. La caméra s'élève, unissant dans l'harmonie l'homme à l'univers.